Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Donc je vous rappelle un petit peu le cadre de cette réunion ce soir. Donc on est le collectif On vaut mieux que ça. Et on avait prévu avec Patrick Lemoine de la Fondation Copernic d'apporter un petit peu d'informations sur cette loi, d'essayer de la décrypter, d'essayer de comprendre comment on peut la combattre, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que cette loi, parce que derrière les questions c'est relancer l'emploi, lutter contre le chômage, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau du Code du travail pour atteindre ces objectifs sans cette loi qui pour nous ne sert qu'à précariser encore plus les salariés. Il faut voir qu'au point de départ, c'est un événement national, donc repris au niveau local dans toutes les villes par différentes personnes comme nous. Et pourquoi on l'a fait? On l'a créé parce qu'à la base, les syndicats appelaient seulement à la manifestation du 31 et qu'on préférait se réunir pour trouver différentes actions à faire les jours d'avant. Parce que ça nous semblait un peu trop tard et pas forcément très convaincant. Donc je vous laisse en compagnie de Patrick Lemoine. Voilà. Bonsoir. Alors, il n'est pas, enfin, si vous voulez, moi je suis inspecteur du travail, je suis même retraité maintenant. L'évolution du droit du travail sur les 30 dernières années, c'est une évolution qui ne va globalement pas dans le bon sens, on peut dire les choses comme ça, où il y a des régressions, il y a une série de textes qui sont touchés par ici, des petites attaques par là, la retraite est retardée, etc. Donc, il y a une série de choses depuis maintenant 30 ans donc, qui remettent en cause petit à petit l'équilibre social, les acquis sociaux tels qu'ils s'étaient construits à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas toujours facile de voir dans les mesures qui sont prises quand il y a des moments de basculement, quand on atteint des seuils où ce sont un peu plus que des attaques partielles. Je sais pas, on prend le CPE, c'était une attaque partielle, on pouvait s'arrêter et s'arrêter. Là, on est en face d'autre chose. On est en face d'un processus global de déréglementation de tout ce qu'est le Code du travail construit depuis 150 ans. C'est ça qui est en jeu avec la réforme El Khomri. Il y a eu, la stratégie du gouvernement, parce que je dis la stratégie parce que quand on regarde au bout du compte ce qui est en train de se passer depuis maintenant 4 mois, c'est une stratégie qui utilise, c'est la stratégie du choc. Il y a eu les attentats, ces attentats ont provoqué une émotion considérable, justifiée d'ailleurs. Bon. Mais sur la base de ce choc émotionnel qui est entretenu au quotidien, vous n'êtes pas ce soir en face de votre téléviseur, mais enfin tous les soirs à la télé, on a sa dose d'émotion, voilà. Et dans cette situation, on ne réfléchit plus, on est ému. Mais on ne réfléchit plus, il n'y a plus de débat politique. Et dans ce cadre-là, se sont enclenchées une série de décisions absolument majeures. Je ne suis pas là pour vous parler de l'état d'urgence, de la déchéance de nationalité, mais enfin, c'est un peu le même processus que sur le Code du travail, avec l'état d'urgence. On est aujourd'hui dans une société, si un gouvernement réactionnaire, ultra-réactionnaire prend le pouvoir, il peut imposer une dictature légale. On peut interdire toutes les organisations, on peut perquisitionner de jour et nuit chez n'importe qui, on peut surveiller vos conversations téléphoniques, on peut... Tout légalement. On n'est pas là, on ne parle pas de... Donc il y a ça, il y a eu les répressions, les goudilleurs, une série de mesures qui ont été prises par le gouvernement, qui n'ont pas été prises par la justice, qui ont été prises par le gouvernement. Et donc on est dans un contexte général qui est un contexte qui remet en cause des choses majeures. Bon. Et sur le Code du travail, on est typiquement dans ce processus-là. Alors le processus a commencé, pour celles et ceux qui suivent ça d'un peu près, par un rapport Condrexel l'été dernier, qui a été suivi par un autre rapport, la mission Badinter. Bon,
Badinter est quelqu'un d'estimable. Dans son histoire, il a joué un rôle important pour l'abolition de la peine de mort en France. Il aurait été souhaitable qu'il s'arrête là et qu'il parte en retraite définitivement. Parce que ce qu'il a fait sur le Code du travail, c'est une catastrophe. Je vais y revenir dès maintenant. Bon. Et là, on est dans un processus tel qu'il est engagé, bon, qui remet en cause l'ensemble du Code du travail. Alors, c'est quoi le Code du travail pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer et que je vais essayer de décortiquer, je suis plus prudent que ça fait plus de 100 pages, c'est d'une complexité invraisemblable, donc je vais essayer de mettre en avant quelques grandes idées essentielles. Bon. Mais il faut comprendre comment le Code du travail s'est construit. Après la Révolution française, à la suite de la Révolution française, je ne vais pas être très long dans cet aspect historique, mais ça explique ce qui se passe. Il y avait l'idée que dans les entreprises, le salarié et l'employeur étaient à égalité. C'était l'idée de la Révolution française. Et il y avait interdiction de faire grève, interdiction des syndicats, parce que les gens étaient à égalité. Et donc dans l'entreprise à égalité, ils réglaient entre eux leurs relations, comme on règle ses relations avec son voisin, que sais-je. Bon. On s'est vite aperçu que ce n'était pas tout à fait le cas. Que dans une entreprise, l'employeur était celui qui dominait, et que le salarié, il était taillable et corvéable à merci. Hein. Pour que vous compreniez, les premières lois sur le travail de nuit des enfants, la durée de travail des enfants, 1841-42, je ne me souviens plus, c'était des lois qui limitaient le travail des enfants de moins de 8 ans. Hein. Et elles ont été édictées sous la pression, tenez-vous bien, de la hiérarchie militaire qui s'était aperçue que dans les villes ouvrières, il n'y avait plus qu'un enfant, il n'y avait plus qu'un jeune sur 3 qui était apte à porter l'uniforme pour aller se faire tuer pour la République. Et que ça commençait à devenir inquiétant si toute la France devenait comme ça. C'est comme ça que le droit du travail s'est construit. C'est parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'on laissait faire les employeurs comme ils voulaient, les conditions de travail devenaient totalement infernales. Et donc le droit du travail a été conçu dès le 19e siècle. Alors 1840, c'est pas, il y a juste une loi symbolique, mais c'est à partir de 1880, fondamentalement. Hein. Il s'est construit comme un droit qui limitait le pouvoir de l'employeur, qui limitait de manière relative, puisque c'est toujours l'employeur qui décide de ce qui se passe dans son entreprise, mais il limitait les droits. Il disait, bon, on ne peut pas travailler plus de 30 heures, on peut, etc. Ah, il faut des vestiaires, il faut je ne sais pas quoi. Voilà. C'est ça que remet en cause le projet El Khomri. Alors j'insiste là-dessus parce que c'est pas forcément ce qu'on parle le plus. Hein. On parle des 48 heures, machin, j'y reviendrai si vous voulez bien. Mais c'est ça qui est remis en cause. Regardons le nom de ce projet de loi. Le nom du projet de loi. Projet de loi visant à instituer des libertés et des protections pour les entreprises. Pour les entreprises. Ça, c'est le nom de la loi. Il n'y a pas grand monde qui se fatigue à lire ces textes-là, mais ils sont très importants, parce qu'en droit, les choses écrites, elles ont toujours un effet. C'est-à-dire que le droit, on a l'impression que c'est un texte qui n'aura pas de conséquences. C'est pas vrai, ça a toujours des conséquences. Donc c'est fantastique, c'est pour les entreprises et les actifs. C'est-à-dire que la notion même de salarié disparaît dans l'intitulé de la loi. On ne fait pas une loi pour protéger les salariés des employeurs, on fait une loi pour donner de la liberté aux entreprises et aux gens qui travaillent sans comprendre que quand on est salarié, on est totalement sous la coupe de ce que décide l'employeur. Alors, dans la petite présentation que j'ai faite là, j'ai mis en rouge les modifications après la semaine dernière, hein, les fameux reculs du gouvernement. On va voir d'ailleurs, parce que la présentation a été faite avant et elle a été modifiée entre-temps. Voilà. Bon, alors, ce qui était l'article 1er n'est plus l'article 1er, après les modifications, mais ça reste, et c'est explicité comme tel, un principe essentiel. Alors, je ne vais pas passer sur tous les articles de la manière aussi détaillée que je vais le faire sur celui-là, mais un principe essentiel en droit, c'est l'idée que c'est autour de ce principe que s'organise tout le code.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée qui structure tout le code. C'est quoi? Les libertés et droits fondamentaux de la personne, on parle toujours plus du salarié, mais enfin passons, sont garantis dans toute relation de travail. Des limitations ne peuvent leur être apportées que si elles sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux. C'est tout à fait classique, hein, une liberté est limitée par l'existence d'une autre liberté. Ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on dit que le principe du droit, c'est que les libertés qui sont octroyées aux salariés sont limitées par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. Qui décide des nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise? C'est l'employeur. Donc on nous dit que le droit du travail et le code du travail sera un code conçu de telle sorte qu'il ne limite pas le bon fonctionnement de l'entreprise décidé par l'employeur. C'est ça qu'on dit. Et ça, c'est une nouveauté. Hein. Ça n'a jamais été écrit, ça. Parce que c'est contradictoire avec la notion même de ce qu'a été le Code du travail tel qu'il s'est construit depuis un siècle et demi. Alors, deuxièmement, il y a une nouvelle architecture dont les gens ont peu parlé, mais qui est extrêmement importante. L'architecture, c'est la façon dont le raisonnement se construit, si vous voulez. Jusqu'à présent, le raisonnement est assez simple. On a un chapitre qui dit les congés payés. Là, le chapitre dit, voilà, on a le droit à tant de jours de congés, et puis il y a des congés exceptionnels, il y a tant de jours de congés exceptionnels. Bon. Éventuellement, de temps en temps, il dit, par exception, on peut discuter. Là, on entre dans un autre système. C'est un système où on dit, premièrement, l'ordre public, c'est principe général, il y a des congés. Deuxièmement, champ de la négociation collective, tous discutent. Et troisièmement, les dispositions supplétives, c'est, on dit, mais vous avez le droit de descendre, mais pas plus bas que cet endroit-là. C'est-à-dire que le Code du travail, jusqu'à aujourd'hui, c'était la base sur laquelle tout se construisait. C'est-à-dire que quand on discutait dans une entreprise, quand on négociait dans une entreprise, dans une branche professionnelle, à quelque niveau que ce soit, on négociait des trucs en plus. Là, on nous dit, il y a un plafond, vous pouvez descendre. Mais descendez pas trop bas. Mais ça, c'est extrêmement important. Parce que, comment vous dire, jusqu'à présent, jusqu'en 1982, pour dire les choses très précisément au plan juridique, il n'était pas possible, dans une entreprise, de négocier quelque chose de moins favorable que la loi. Ça n'était pas possible. C'était interdit, tout simplement. Je vais y revenir tout à l'heure sur le principe de faveur. Mais c'est ça qui est remis en cause par cette architecture. Et tout est écrit comme ça. Alors, la première conséquence, c'est l'histoire de la simplification. Vous vous souvenez de ces trucs au JT du Code du travail qui pèse 200 kilos, avec 6000 pages. Enfin, vous avez tous entendu ces trucs-là. Je ne vous fais pas le numéro. Enfin, oui, je vous le fais d'ailleurs, mais bon. Pour vous donner une idée de ce que veut dire cette construction, que tous ces gens qui se sont agités pour dire qu'il faut simplifier le Code du travail, j'ai pris un exemple, c'est celui sur les congés pour événements familiaux. Dans l'ancien code, c'est 2 articles, 1000 signes. Dans le nouveau, c'est 5 articles, 2500 signes. Parce que cette nouvelle construction complexifie considérablement le code. Hein. Là, tout de suite, le projet Le Comorine fait que la durée du travail, il fait plus de 100 pages. Je peux vous assurer, je n'ai même pas étudié les 100 pages en détail. Parce que faut choisir ce sur quoi on regarde. C'est d'une complexité incroyable. Donc, simplification disparaît, mais ce n'est pas ça le plus important. Mais je dis pour mémoire, parce que toute la campagne qui a été menée pendant 6 mois sur il faut simplifier le Code du travail, pouf, on n'en parle plus. Personne ne se préoccupe de savoir que ça double volume. Passons. Ce qui est donc la clé du système, c'est la mise en place sur tous les sujets d'accords dérogatoires. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on avait la loi, puis on ne pouvait déroger qu'en plus. Là maintenant, sur tous les sujets, je dis bien sur tous les sujets, on ouvre la possibilité d'accords dérogatoires moins favorables que la loi. Hein? Alors avec des limites, mais l'idée même... alors c'est quoi la grande idée autour de ça? C'est extraordinaire, ça permet aux partenaires sociaux de négocier. C'est la liberté. Les gens se mettent d'accord dans l'entreprise, c'est merveilleux. Bon.
en réalité, c'est toute cette idée de négociation, c'est quand même une idée où on dit à l'employeur, parce que qui dit négociation dit accord signé entre un employeur et des représentants des salariés. C'est le principe de négociation. Bon. Quand l'employeur signe, c'est qu'il est d'accord, par définition. Sinon, il n'y a pas d'accord. Donc quand on dit on peut déroger par des accords d'entreprise, ben on dit on déroge sur les terrains sur lesquels l'employeur est d'accord de déroger. Et donc on donne l'autorisation juridique à l'employeur de négocier en dessous de la loi. C'est la clé qui permet l'ensemble de la déréglementation. Alors, ça se passe par une chose assez technique. Jusqu'à présent, je vais essayer d'être à peu près clair, jusqu'à présent, pour qu'un accord d'entreprise, parce que toute la négociation est centrée sur les entreprises, ce qui est d'ailleurs extrêmement grave, parce que c'est dans l'entreprise que le chantage à l'emploi est le plus violent. Bon, jusqu'à présent, le système qui existait, après de multiples pérégrinations juridiques complexes, le système qui était en place, c'était un système dans lequel on pouvait négocier un accord dans l'entreprise avec des syndicats qui représentent 30% des salariés. C'est-à-dire un syndicat minoritaire, en gros. Dès lors que les syndicats majoritaires ne contestaient pas cet accord. Donc on pouvait avoir un syndicat minoritaire qui signe un accord défavorable aux salariés, qui s'applique, sauf si les syndicats qui représentent plus de 50% des salariés disent non, c'est pas possible, on ne peut pas descendre jusque-là. Ça, c'est supprimé. C'est supprimé. Donc ce qui est possible, c'est que le syndicat représente 30% des salariés signe, et pour le valider, référendum d'entreprise. Alors, il est limité aux questions d'organisation du temps de travail à titre expérimental. Ça, c'est typiquement les modifications qui ne veulent rien dire, parce que le titre expérimental, de toute façon, ça veut dire que ça s'appliquera sur tout le reste, parce que c'est ça le principe. Bon. C'est le référendum d'entreprise, et là, on nous dit, mais c'est extraordinaire, un référendum d'entreprise. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Pourquoi on va être contre la démocratie? Pourquoi les syndicats seraient contre la démocratie? C'est la première fois que j'entends dire que dans une entreprise, c'est le règne de la démocratie. Hein, le règne de la démocratie, pour moi, d'une manière habituelle, c'est une personne, une voix. Hein. On vote. Bon, dans l'entreprise, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Il n'y aurait plus beaucoup d'employeurs, il n'y aurait plus beaucoup de chefs qui harcèlent les salariés, ils seraient exclus. Hein. Donc, on ne discute pas dans l'entreprise. On n'est pas là pour décider démocratiquement. Bon. Ce qu'on appelle le référendum, c'est le fait que l'employeur, une fois qu'il a fait signer à des syndicats minoritaires une dégradation des conditions de travail des salariés, l'employeur qui dit, mais si vous ne votez pas pour, il y aura 32 licenciements. C'est ça le référendum. C'est ça la démocratie qu'ils mettent en place. Et ça, on l'a vu dans toutes les entreprises, où les gens, sous l'apport du chômage, des licenciements, ils acceptent une dégradation de leur salaire. Bon, on l'a vu, hein, je vais pas, vous avez tous suivi ça plus ou moins directement, mais et ça, c'est un système dans lequel on donne la main à l'employeur pour le consentement, mais qui est un truc terrible. C'est pas seulement de dire je vous impose cette dégradation-là. C'est de dire, je veux cette dégradation, mais il faut que vous me disiez que vous êtes d'accord avec. Hein? C'est-à-dire qu'on vous impose le fait de dire que vous êtes d'accord avec. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez dit que vous êtes d'accord avec, vous ne pouvez pas vous mettre en grève en disant, mais je ne suis pas d'accord. Je l'ai voté, je l'ai accepté. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a derrière cette histoire du référendum quelque chose d'extrêmement répressif. D'extrêmement répressif. Parce que c'est faire accepter par les salariés des choses qu'ils refusent, on les oblige, quoi. C'est ce qui est indiqué là, c'est le consentement, mais c'est vraiment, c'est le consentement obligé, quoi. Alors, M. Combrexel, qui est l'origine de tout ça, qui a fait le rapport, comment dirais-je,
à l'été dernier était politiquement beaucoup plus clair que ce qu'on entend dans les médias tous les matins. Je vais vous lire ce qu'il dit sur la négociation, parce que ce que je veux dire par là, c'est que Combrexel, c'est qui est le numéro 2 du ministère, si vous voulez, dans le ministère du Travail, il y a les politiques, et puis il y a le haut fonctionnaire qui est là depuis 20 ans et qui rédige tous les articles et qui fait le boulot, quoi, voilà. Mais qui est en fait le maître d'œuvre des lois sur les 35 heures, etc. C'est des gens comme ça. Bon. Combrexel, lui, dans son rapport, qui a été très peu lu, parce que c'est des rapports administratifs un peu fastidieux dans leur forme, qui ne sont pas faits pour être... c'est pas un truc grand public. Mais voilà ce qu'il écrivait. La question de fond est posée aux organisations syndicales. Considèrent-elles que par nature, la négociation collective, les accords d'entreprise, est un instrument distributif d'augmentation des salaires, de réduction du temps de travail, d'amélioration des conditions de travail, ce que tout le monde trouve, on est prêt à négocier pour avoir plus de salaire et bosser moins, ou admettent-elles qu'elle peut être aussi un instrument adapté dans un contexte de crise économique et sociale? C'est-à-dire qu'il s'agit de transformer la négociation, qui a été jusqu'à présent, depuis les années 50 en particulier, parce qu'avant la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas tellement le cas, mais depuis les années 50 en particulier, a été un véritable facteur d'amélioration des conditions de travail. Par exemple, la 3e semaine de congé payé, elle a été négociée chez Renault avant d'être acceptée dans la métallurgie, puis pour tout le monde. Enfin, il y a eu tout un processus comme ça. Aujourd'hui, on est en train de transformer la négociation en un instrument pour que l'employeur adapte le droit du travail à ses besoins. C'est-à-dire que la négociation devienne un rouage dans la façon dont se décide ce qui se passe dans l'entreprise. C'est une inversion du sens de la négociation. J'insiste sur ces questions-là parce que ce n'est pas forcément ce dont on parle le plus quand on parle de tout ce qui se passe sur le Code du travail, mais ce n'est pas du tout une mince affaire. Parce que c'est changer complètement l'idée de à quoi ça sert de se battre collectivement. La négociation, ça va servir à dégrader et à imposer des dégradations. Et enfin, donc, ça remet en cause la hiérarchie des normes. J'ai déjà dit 2-3 mots là-dessus. Quand je vous ai parlé de plafond et de plancher, la hiérarchie des normes, c'était un système dans lequel tout accord, c'est-à-dire qu'il y a la Constitution, au-dessus il y a la loi, au-dessus il y a l'accord de branche, au-dessus l'accord de branche, l'accord d'entreprise, c'est-à-dire on ne pouvait aller qu'en augmentant. La hiérarchie des normes, c'est aujourd'hui de dire partout que l'accord d'entreprise, c'est-à-dire l'accord du plus bas niveau, peut être moins favorable que les autres. C'est-à-dire que juridiquement, il a plus d'importance que l'accord de branche ou la loi, ou enfin le décret sur d'autres sujets. Bon. Mais donc et ça c'est partout dans la loi El Khomri, parce que ça réapparaît sur tous les sujets systématiquement. Ce qui est le centre de la négociation, c'est l'entreprise. Bon, ça c'est pas du tout une, comment dirais-je, une innovation française. Toute l'évolution et toutes les dégradations du droit du travail au niveau européen, notamment ce qui s'est passé en Grande-Bretagne il y a maintenant 10-15 ans, ce qui s'est passé en Allemagne dans les 10 dernières années, et ce qui se passe en Grèce, en Espagne, au Portugal, sans parler des pays de l'Est, l'Italie, est exactement la même évolution. C'est-à-dire de faire passer le lieu de décision du niveau central au niveau le plus décentralisé, au niveau de l'établissement et de l'entreprise. Bon. Et quelle est la conséquence de tout ça? J'ai pris une dizaine d'exemples que vous avez tous, dont certains vous en avez entendu parler, mais quelle va être la conséquence sur la durée du travail? Sur la durée du travail, parce que dans le Code du travail, il n'y a pas que la durée du travail, il y a plein d'autres choses. Et donc là, par exemple, actuellement, la durée du travail maximale est de 10 heures par jour, on peut monter à 12 heures, autorisation de l'inspection du travail, ce qui est une procédure assez lourde et très très rarement utilisée. Donc, je veux dire, c'est pas tous les matins qu'on va demander à l'inspecteur du travail de bosser 12 heures, le temps qu'il fasse l'enquête et tout, de toute façon, bon voilà. De fait, ça existe presque, mais c'est vrai, parce que entre le moment où l'employeur a besoin que les gens travaillent 12 heures et le moment où il a l'autorisation de l'inspecteur du travail, il peut se passer 15 jours, 3 semaines, 1 mois, donc de fait, ça n'existe pas. C'est sur le code, c'est dans le code, mais ça n'existe pas. Bon, là, on peut le faire par simple accord d'entreprise. Et donc, évidemment, on peut régler ça dans des délais très courts.
Sur la durée hebdomadaire du travail, bon là c'est... alors ça c'est un truc important parce que comment dirais-je, l'idée c'est que on peut avoir des durées hebdomadaires très très importantes, jusqu'à 48 heures, 44 heures sur 12 semaines, jusqu'à 60 heures par semaine. Là, il y a eu toute une discussion, et quand le projet de loi est paru, c'est même avant la modification, il est resté à l'autorisation de l'inspection du travail pour aller jusqu'à 60 heures par semaine. Parce qu'ils se sont dit que là, ça allait un petit peu loin quand même, 60 heures par semaine, ça fait quand même 6 jours à 10 heures. Ça commence à être du... On revient, 6 jours à 10 heures, c'est la durée du travail, du code du travail de la fin du 19e siècle. 6 jours à 10 heures. À Paris. En province, c'était plus. Majoration, c'est pour donner des ordres de grandeur. Majoration des heures supplémentaires. Bon, vous avez tous entendu parler de ça. Alors actuellement, on a un système qui fait que quand on travaille la durée, comment dirais-je, hebdomadaire, au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures, les 8 premières heures sont majorées à 25%, et les suivantes à 50%. Pour les gens qui travaillent beaucoup, ça fait vite beaucoup d'argent. Hein. Sur une semaine à 60 heures, je peux vous dire que ça fait presque... Enfin, oui, le salaire, il commence à changer beaucoup. Bon. Alors, il y a possibilité... Là, c'est un des trucs qui embête les employeurs, ce truc-là. Bon. Et donc, là, à nouveau, on peut réduire jusqu'à 10% cette majoration, c'est-à-dire que les heures supplémentaires deviennent beaucoup moins intéressantes pour les salariés et beaucoup plus pour l'employeur, avec uniquement par accord d'entreprise, à nouveau. Jusqu'à présent, le blocage était au niveau de la branche professionnelle. Alors, juste une petite remarque complémentaire sur ça. Quand on dit le blocage juridique, il est au niveau de la branche professionnelle, ça a pour conséquence que toutes les entreprises d'une même branche ont les mêmes conditions de salaire. Et la concurrence entre elles, elle ne se passe pas par le salaire. Je vois, quand toutes les entreprises de la métallurgie ont le même type de majoration des heures supplémentaires, ben quand ils prennent un contrat, ils sont tous aux mêmes conditions. Quand on se met à négocier entreprise par entreprise, ça veut dire que l'entreprise qui a réussi à négocier un truc moins favorable pour les salariés, plus compétitif que celle qui ne l'a pas négocié. Donc c'est un système qui pousse à la diminution, évidemment, des avantages. Alors, l'autre système sur les heures supplémentaires, c'est en fait de les effacer. Le truc, il est assez simple, c'est la modulation du temps de travail. On vous dit, vous travaillez 35 heures par semaine, mais on va compter les 35 heures sur un an, en moyenne. Donc vous pouvez travailler une semaine 42 heures, une semaine 33 heures, une semaine... Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin de l'année, quand on multiplie, quand on additionne, plus exactement, on soit en moyenne à 35 heures. Mais ça, c'est un truc parce que ça fait disparaître les heures supplémentaires. Quand on module sur l'année, la semaine où on a travaillé 42 heures, qui est suivie par une semaine où on a travaillé 27, bah, il n'y a plus d'heures supplémentaires. Donc on ne les paye pas. Hein? C'est un système de diminution, encore une fois. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'étendre la durée sur laquelle on peut moduler. Actuellement, on peut le moduler par accord d'entreprise sur un an. Donc il faut faire 1607 heures par an, et les heures supplémentaires se sont payées que quand il y a eu plus de 1607 heures travaillées par an. Et sans accord sur un mois maximum. Là, on est passé à 9 semaines. Ils avaient même pensé passer à 16 semaines. Donc, on a quasiment doublé, de 1 mois à 9 semaines, on a doublé. Hein. Et l'accord de modulation jusqu'à 3 ans. Alors, jusqu'à 3 ans, là, franchement, l'employeur qui a des heures supplémentaires à payer dans une modulation à 3 ans, c'est qu'il s'est mal débrouillé, hein, pour dire les choses franchement. Quoi, hein. Bon. Non, mais c'est vrai, je ne veux pas être conseiller d'employeur. Enfin, bon, on voit bien que c'est pas... Hein, bon. Et là, le recul, c'est que l'accord, c'est plus l'accord d'entreprise, mais c'est accord de branche. Hein, le petit recul là, en rouge. Là. Alors, l'autre système, qui est le meilleur, en réalité, pour ne plus être embêté par tous ces problèmes de durée du travail, c'est le forfait.
Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le forfait, c'est un truc fantastique. C'est un truc où on compte le nombre de jours que vous travaillez dans l'année. Et vous êtes payé au forfait, c'est-à-dire au nombre de jours. On s'en fiche que vous ayez travaillé 6 heures, 8 heures, 10 heures ou 12 heures, vous êtes payé au nombre de jours. Donc là, ça fait disparaître tout ce dont je viens de vous parler. Hein. Ça, c'est un truc fantastique. Bon. Mais ça touche déjà 50% des cadres et 13% des salariés, hein, le forfait jour. Donc c'est un système que les employeurs trouvent vraiment très génial, parce que c'est un système dans lequel vous dites à quelqu'un, bah, vous êtes payé au forfait jour, vous vous débrouillez, vous organisez tout seul, c'est vachement bien, vous êtes libre, et je vous paye à la journée. Si vous avez travaillé 12 heures, bah, c'est tant pis pour vous. Parce que c'est ça le forfait jour. Bon. Alors là, il y a la loi El Khomri, c'est une très très large extension du dispositif. Hein. Alors, ils avaient même pensé, donc c'est étendu par accord d'entreprise dans les entreprises de plus de 50 salariés, ils avaient même décidé que l'employeur pouvait l'imposer dans les entreprises de moins de 50 salariés. C'est le truc le plus important sur lequel ils ont reculé. Parce que là, c'est avec accord signé par un salarié mandaté. Alors, salarié mandaté, je vais prendre 3 minutes pour expliquer ce que c'est. Quand vous n'avez pas de syndicat dans une entreprise, vous pouvez demander à un syndicat de mandater un salarié simple pour qu'il négocie un accord. Bon. Alors comment ça se passe? On sait bien comment ça se passe puisque la moitié des accords sur les 35 heures ont été signés par des salariés mandatés. Hein, les lois de 99 et 2000. Mais comment ça s'est passé? On l'a vu en pratique. Hein. L'employeur va chercher le chef d'équipe ou la secrétaire de direction ou un salarié qu'il a dans sa poche, il lui dit « tu vas voir le syndicat Tartampion », je ne cite personne par décence, tu vas voir le syndicat Tartampion qui te donne un mandat, on négocie, et puis voilà. C'est comme ça que ça se passe. Bon. Donc là, c'est une garantie relative, le salarié mandaté. Bon. Hein, parce que la pression qui s'exerce sur l'individu est colossale. Hein. On l'a vu dans plein d'endroits. L'autre truc qui est fantastique, c'est que l'employeur ne pourra plus être tenu pour responsable si un salarié ne prend pas ses heures de repos ou de congé. Parce que le forfait jour, si on compte plus le nombre d'heures de travail effectué chaque jour, mais on peut aussi, quand on n'a pas fini son boulot, travailler le samedi ou le dimanche, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, dans les salariés au forfait, il y a eu toute une bataille juridique engagée par les syndicats et les salariés qui se sont aperçus qu'ils étaient en train de se faire surexploiter par ce système. Et donc ils ont commencé à attaquer en disant « oui, mais l'employeur, il pouvait bien se douter que je ne pouvais pas faire telle chose sans travailler mon jour de congé. » Et donc il y a eu des employeurs qui ont été condamnés, qui ont été obligés de payer, compensation, etc. Donc là, garantie pour l'employeur ne pourra plus être tenu pour responsable si un salarié ne prend pas ses heures de repos ou de congé. Comme ça, l'employeur est sûr de son coup. Les astreintes, bon, ils ont reculé sur ce point-là. Vous savez ce que c'est l'astreinte? Non, c'est en fait quelqu'un qui est chez lui et qui peut être appelé, ça existe beaucoup dans les services d'entretien, je prends un électricien par exemple, voilà, qui est chez lui, qui peut être appelé et qui peut pas vaquer librement à ses occupations, il ne peut pas aller voir sa grand-tante Berthe à 300 km, il faut qu'il soit dans la demi-heure qui suit le coup de téléphone, dans l'entreprise, voilà. Hein. Bon. Et donc c'est une liberté très relative. Et là, toute la discussion, c'est est-ce que les astreintes, c'est du temps de repos ou pas du temps de repos? Ce qui n'est pas vrai, c'est évidemment pas du temps de repos, puisqu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Bon. Mais bon, là, ils voulaient les décompter du temps de repos, ils ont reculé là-dessus. Mais ça concerne beaucoup moins de monde que ce que je disais. Bon. Comment dire, l'augmentation du temps de travail pour les apprentis mineurs, ils ont complètement reculé. Si vous voulez mon appréciation de ce texte, c'est que c'était le chiffon rouge, le truc qu'on présente, qui est suffisamment provocateur, quand on sait parfaitement qu'on ne va pas aller jusqu'au bout. Bon, c'est le truc qu'on recule immédiatement. Bon, c'était tellement grossier de dire qu'un apprenti mineur pourra travailler 10 heures par jour.
Ça ne pouvait pas tenir une minute. Alors, autre question qui est absolument dévastatrice, c'est les accords de préservation de développement de l'emploi. De quoi s'agit-il? Actuellement, dans une entreprise qui est en difficulté économique, possibilité de licenciement, etc., l'employeur peut dire « je négocie avec les syndicats un accord dans lequel je diminue les salaires, j'augmente le temps de travail, sous réserve qu'il n'y aura pas de licenciement dans un délai de tant de temps. » Ça a été signé dans plein d'entreprises. Avec des vraies diminutions de salaire, hein, de 10% de salaire, d'augmentation de temps de travail, enfin, des vrais trucs. Hein. Bon. Et alors là, l'option de la loi El Khomri, c'est en fait de dire que ces accords-là, d'ailleurs Gattaz trouve que c'est une très 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 bonne idée ce truc-là, il trouve ça très très bien, c'est que ces accords peuvent être négociés pour la préservation ou le développement de l'emploi. Bon, moi je ne connais pas une entreprise qui n'a pas envie de préserver ou de développer l'emploi, ça n'existe pas. C'est autant les entreprises qui sont en situation de licencier, on peut dire oui ou non. Les entreprises qui n'ont pas envie de préserver l'emploi ou de le développer, j'en connais pas. Donc on est en train de dire ces accords, mais ils peuvent se négocier partout, y compris en dehors d'une situation de pré-licenciement économique. Et là, il y a un deuxième aspect qui est particulièrement, comment dirais-je, retors et terrible, c'est que quand le salarié dit « mais attendez, moi, ça fait 20 ans que je bosse ici, à tel tarif, et je ne travaille pas le samedi, par exemple. Et on me dit dans votre accord pour travailler, de maintien de l'emploi, là, je vais devoir travailler le samedi, je ne suis pas d'accord. » Jusqu'à présent, quand le salarié disait ça, il avait le droit. Il a toujours le droit de le dire. Bon. Il était licencié pour motif économique. C'est-à-dire que le tribunal disait l'employeur a un problème économique, licencié pour motif économique. Et bien là, le texte explicite clairement que l'employé, que dans ce cas, dans ce type d'accord, quand le salarié disparaît, il est licencié selon les règles du licenciement pour motif personnel, c'est-à-dire qu'il fait disparaître la possibilité pour le salarié d'attaquer au prud'homme. En fait, hein. Et c'est terrible, parce que c'est non seulement on étend la possibilité d'accord de maintien de l'emploi, mais en plus on interdit en substance aux salariés de refuser, ou s'il refuse, c'est tant pis pour lui, quoi. Alors, le barème des indemnités de licenciement. Ah, ça en a fait couler de la salive et de l'encre. Pour moi, c'est la même chose, c'est un chiffon rond, cette histoire-là. Alors, bon, comment vous dire? Le gouvernement a déjà essayé de mettre en place ce système-là. Et il s'est fait retoquer par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'est pas possible, dans un litige entre un employeur et un salarié sur un licenciement abusif, parce qu'on parle bien de licenciement abusif, de limiter le pouvoir du juge. Le juge est capable de dire si telle personne qui a 20 ans d'ancienneté, qui a toujours donné satisfaction, ce licenciement abusif, il coûte tant. Voilà. Et là, on veut limiter ce que va dire le juge. Mais ce qu'il y a de terrible dans ce truc-là, c'est qu'on nous fait croire que la personne qui prend un risque, c'est l'employeur. C'est fantastique. Vous avez tous entendu, mais il faut sécuriser les employeurs. Attention, on est en train de parler de licenciement pour faute abusif. C'est-à-dire un employeur qui licencie un salarié en disant qu'il a commis une faute, alors que le salarié n'a pas commis de faute. C'est de ça dont on parle. Ce n'est pas des licenciements économiques, hein, là, ce cas-là. C'est un système dans lequel l'employeur licencie abusivement. Et le tribunal dit c'est un scandale, il n'aurait jamais dû être licencié. Et c'est là qu'il faut sécuriser l'employeur. C'est pas le salarié qui va être licencié qu'il faut sécuriser. Là, on a vraiment une inversion des valeurs
au sens politique et social du terme, absolument fantastique sur ce truc-là. Bon. Facilitation des licenciements pour motif économique, je vais passer parce que... Mais en gros, les licenciements pour motif économique, pour qu'un licenciement soit pour motif économique, il y a une définition, c'est-à-dire à partir du moment où, etc. Et cette définition est étendue puisque une simple baisse du chiffre d'affaires ou du montant des commandes pendant quelques mois suffit à le justifier. C'est pas très difficile d'avoir des pertes de commandes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est... Bon. Et de la même manière, quand une entreprise appartient à un groupe international, on ne regarde les comptes qu'au niveau du groupe, que de la France. Hein. Bon. Alors, là, je peux vous dire, c'est de la rigolade. Hein. Bon. Si vous voulez, dans un groupe, on choisit qui fait du bénéfice ou qui ne fait pas de bénéfice. Hein. Je ne sais pas, moi, vous fabriquez du tissu que vous transformez en pantalon. Il suffit, vous avez une usine qui fabrique du tissu et vous décidez qu'elle fait du bénéfice. Donc elle vend le tissu cher à une entreprise qui fabrique le pantalon, hein, qui coud le pantalon et qui fait le pantalon. Mais vous pouvez décider, si vous possédez aussi le magasin qui vend le pantalon, d'acheter ce pantalon pas cher du tout. Et donc d'avoir un système dans lequel l'entreprise qui fabrique le tissu fait du bénéfice, l'entreprise qui vend le pantalon fait du bénéfice, mais celle qui fabrique le pantalon, elle est à perte. C'est pas un souci, ça. Les employeurs savent faire ça, toutes les branches professionnelles font ça. Et ce que je vous dis sur la confection, c'est la réalité. Hein. Les entreprises qui perdent de l'argent, c'est celles qui fabriquent le pantalon, toutes les autres en gagnent dans cette branche professionnelle. Et on peut faire ça sur tous les systèmes. Donc l'idée qu'on examine la situation économique au niveau français dans un groupe international, c'est de la rigolade. Quand vous êtes un groupe international, vous pouvez décider, je ne sais pas moi, vous fabriquez des moteurs en France, au Mexique, en Espagne, etc. Ben vous pouvez décider que les commandes de tel moteur, elles vont aller au Mexique en priorité. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Dès lors qu'on n'est plus au niveau du groupe, tout est possible, c'est très facile à faire. Extension des équivalences, c'est encore un système... Oui, tout le monde ne connaît pas ça, c'est un système qui permet de ne pas payer les heures supplémentaires. Les équivalences concernent une série de professions dans lesquelles on estime que quand vous êtes présent au travail, vous ne travaillez pas. Hein, je ne sais pas, par exemple, oui, assistant d'éducation la nuit, je ne sais pas, moi, chauffeur d'ambulance, coiffeur, etc. On estime que vous attendez entre deux clients, entre deux machins. Et donc, pour être payé 35 heures, il faut en travailler 37, 39, 40, ça dépend des équivalences. C'est pas mal comme système. Hein. Bon, alors, c'est un système qui était très développé dans la première moitié du XXe siècle, qui a été en régressant jusqu'aux années 80, 90, et donc qui sont en train de faire remonter dans une série de professions. Heures complémentaires, ça concerne le temps partiel. C'est le même si les heures complémentaires, ce sont les heures supplémentaires des salariés à temps partiel. Un salarié à temps partiel, qui sont principalement des femmes d'ailleurs, les salariés à temps partiel, ils ont le contrat, il prévoit, je sais pas, 20 heures par mois par exemple. Mais il arrive que les employeurs faillent travailler plus de 20 heures par mois, 22 heures par mois par exemple, etc. Bon. Et là, c'est le même système que les heures supplémentaires. On diminue la majoration des heures complémentaires. Mais c'est extrêmement important. Pourquoi? Dans toutes les professions où les salariés, où le contrat de travail à temps partiel est systématique, la politique des employeurs est la suivante. Moi, je prends, je sais pas moi, les caissières dans les supermarchés, les entreprises de nettoyage, les entreprises de gardiennage, etc. Vous avez des contrats à 20 heures, 25 heures, parfois moins, 18 heures hebdomadaires. Hein? Et puis l'employeur, il prend l'habitude d'appeler les salariés quand il a un trou. Est-ce que tu peux venir demain matin? Est-ce que tu peux venir? Et les salariés qui acceptent de venir demain matin, d'être prévenus en pleine nuit, etc., ben, ils font pas les 20 heures, ils en font 30 ou 35.
Et celui qui n'accepte pas, ben, il fait ses 20 heures. Hein? Et donc, derrière ce système de majoration, on a un système où on favorise cette politique qui consiste pour l'employeur à avoir, à partir de salariés qui sont en contrat à temps partiel, des salariés qui sont obligés de réagir immédiatement à toutes les sollicitations. Ce qui est un truc dans ces professions que je vous ai citées, qui est terrible du point de vue des conditions de travail. Ah oui, il y a aussi une évolution de la médecine du travail, puisque on demande de plus en plus aux médecins du travail non plus de vérifier si les conditions de travail sont compatibles avec la santé des salariés, mais de vérifier que la santé des salariés est compatible aux conditions de travail, ce qui n'est pas exactement la même chose, vous en conviendrez. Alors, dernier petit point, pour ne pas être trop long, tous les travailleurs sur le nouveau travail, les formes numériques de travail, Uber, machin, etc. Alors, il y a autour de ça une bataille juridique. Hein, une bataille juridique de toutes les personnes qui sont engagées dans ce type de travail pour être reconnues comme salariés. Parce qu'en fait, pour être reconnu comme salarié, il faut dire, comment dire, en fait, les conditions de travail, c'est pas moi qui les décide. Et donc, c'est au bout du compte l'employeur qui est responsable. Mais ça a beaucoup de conséquences, parce que employeur responsable veut dire cotisation, parce que hein, c'est cotisation de la Sécu, retraite, machin, etc. Donc c'est extrêmement important d'être reconnu comme salarié. Et là, la loi dit les droits sociaux sont réduits à presque rien. Enfin, je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais en gros, c'est un système où on empêche cette bataille juridique pour faire reconnaître tous ces nouveaux emplois comme des emplois salariés avec des droits des salariés. Donc, pour que vous ayez quand même une petite idée, par exemple, on dit aujourd'hui, il y a de plus en plus de CDD. Hein, vous avez tous entendu ce truc-là. Hein, 8 embauches sur 10 se font en CDD. C'est vrai. 8 embauches sur 10 se font en CDD. Aujourd'hui en France, sans parler du travail au noir, parce que par définition, on n'a pas de statistique du travail au noir, c'est une définition. Il y a aujourd'hui 87% des salariés qui sont en CDI, 87% en CDI, 3% en travail temporaire et 10% en CDD. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de CDD enregistrés parce que les CDD et les contrats de travail temporaire sont de plus en plus courts. C'est-à-dire que pour un même salarié, il y a plus de contrats qu'avant. Mais en réalité, il y a encore 87% des salariés en CDI, c'est-à-dire avec un minimum de garantie. Donc la sortie du champ du salariat, c'est un vrai problème. Alors, où est-ce qu'on en est de tout ça? Alors, d'abord, il y a une petite chose complémentaire avant de venir sur le calendrier exact. Donc, vous avez vu qu'il y a la loi El Khomri, mais la loi El Khomri, elle met en place un processus de réécriture du Code du travail entier. Et elle réécrit elle-même tout ce qui concerne la durée du travail. Donc, en substance, ce que nous dit la loi El Khomri, on va réécrire tout le code et on vous donne un exemple sur la durée du travail, mais tout le reste, il faut que ce soit pareil. Hein, c'est ça que ça veut dire. La commission de refondation du code devra traduire au plus tard le 1er janvier 2019 les principes essentiels, ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le code. C'est-à-dire, c'est marche forcée, hein, parce que réécrire un code du travail, c'est un travail colossal. Hein. Bon. Alors concrètement, là où on en est, la loi est présentée au Conseil des ministres la semaine prochaine. Demain, oui, 24, oui. Demain. Il y a des débats au Parlement, en particulier dans les commissions, parce qu'il y a toute la procédure parlementaire. Il est prévu que le vote au Parlement soit à l'Assemblée nationale, soit là tout de suite, il planifie le 11 mai. Voilà, le début des débats au Parlement le début mai et le 11 mai. Bon, donc on a devant nous un mois et demi. On a devant nous un mois et demi. Je pense vraiment que nous sommes en train de vivre une évolution complète
du rapport salarial, du droit, de la place du droit, de la place de l'État dans ce pays. En gros, l'objectif, il est de systématiser pour tous les salariés ce que sont les conditions de travail des précaires et des petits boulots. C'est ça, c'est de faire de tous ces petits boulots où les gens sont taillables et corvéables à merci, la règle de fonctionnement. Bon. Et de la faire doucement, et de la faire par négociation d'entreprise avec le consentement des salariés. C'est ça l'objectif. Alors c'est un objectif qui a déjà été atteint. En Allemagne, les réformes Hartz, c'était ça. En Grande-Bretagne, les réformes de Thatcher et puis Blair, c'était ça. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre en France. On est en train on a en face de nous un objectif gouvernemental qui est la redéfinition de tout ça. Bon, il est essentiel de se battre. Il est essentiel de se battre parce que là, on a, comment vous dire, c'est toute notre vie qui est en jeu, là. C'est tout ce qui fait qu'on peut partir en retraite, qu'on a le droit d'être malade, qu'on a le droit d'avoir des enfants, sur l'histoire du droit d'avoir des enfants, je vais vous raconter une anecdote qui date maintenant parce que de 7-8 ans, où en tant qu'inspecteur du travail, je suis contacté par comment dire, par la télé qui voulait faire un truc sur les femmes enceintes au travail. Je peux vous dire, j'ai eu du mal à trouver. Parce que l'embauche moyenne aujourd'hui se fait aux alentours de 30 ans. L'embauche moyenne se fait aujourd'hui aux alentours de 30 ans. En CDI, enfin en emploi stable. Bon, 28, 29, bon, voilà. Ce qui signifie qu'il y a des gens qui à 40 ans sont toujours en CDD. Parce que quand l'embauche moyenne est à 30 ans, il y en a qui sont embauchés avant, d'autres qui sont embauchés après. Bon. Et essayez d'avoir un enfant quand vous êtes en CDD, et ça, avoir l'enfant, vous pouvez l'avoir, ça c'est sûr. Retrouver du boulot, c'est une autre affaire. Hein. Donc, c'est tous ces trucs-là qui sont en jeu. Bon, il y a vraiment nécessité de se mobiliser. Aujourd'hui, on a des mobilisations qui ont pris un tour différent de ce qui était prévu par les grandes confédérations syndicales, hein, puisqu'on avait au départ un truc qui était prévu le 31 mars, qui a été un peu dépassé par une pétition sur Internet, des manifestations de jeunes, mais il y a urgence et c'est particulièrement décisif qu'on saisisse cette occasion pour montrer au gouvernement qu'on n'est pas disposé à ce que le monde change de cette manière-là. Hein. Il faut... vous savez, ce qui est en train de se négocier avec TAFTA, c'est le même raisonnement. Hein. Vous connaissez les négociations transeuropéennes, le traité TAFTA, c'est quoi en gros, hein? C'est l'idée, il ne faut rien faire dans la législation qui empêche la liberté du commerce entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, par exemple, les États-Unis ont déjà signé un traité comme ça avec l'Amérique latine. Et la grande société de tabac, Philip Morris, est en train d'attaquer un pays, je crois que c'est l'Uruguay, j'oublie le pays, je me trompe. Mais je suis certain que c'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils attaquent un pays qui a fait une campagne anti-tabac en disant mais ça nuit à la liberté d'entreprendre. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place une société dans laquelle la liberté essentielle autour duquel tout doit s'organiser, c'est la liberté d'entreprendre. C'est plus les droits sociaux. Donc c'est ça l'enjeu de la bataille sur le code du travail.